La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Soyez les bienvenus sur ce plateau de votre Business Club de l'Ouest. Merci pour votre fidélité. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein de l'atrium de la Banque Populaire Grand Ouest, que nous remercions pour son soutien, et avec l'équipe des chroniqueurs du jour, à savoir Benoît Cattel, directeur général de la BPGO, Laure Quatrebeuf, vice-présidente de l'Université de Rennes 1, et Hervé Kerbarek, le président du MEDEF Bretagne. Nous sommes très heureux de recevoir une personnalité de notre territoire. C'est le président du Cérafel, qui est le premier groupement de producteurs de légumes et fruits de France, avec une marque emblématique que vous connaissez forcément, à savoir Prince de Bretagne. Il faut savoir que l'AOP Cérafel regroupe 3 coopératives de la côte nord de la Bretagne, à savoir la SICA de Saint-Paul-de-Léon, Maraîcher d'Armor et Terre de Saint-Malo. Si on a 2 chiffres à vous donner, retenez que cela fait 1300 exploitations de type familial représentant 2600 agriculteurs. Je vous demande d'accueillir Marc Keranguévin. Bonsoir Marc, vous avez un micro, vous avez entendu cette présentation. La première question, elle sera toute simple. Lorsque l'on donne ces chiffres, il force forcément le respect. Oui, si on veut, ouais, c'est vrai. Je pense que le respect, moi je le dois surtout à nos ancêtres, d'avoir été à la base de notre organisation et d'avoir réussi à mettre en place une marque emblématique qui correspond toujours aux attentes des consommateurs aujourd'hui. Donc le respect, moi, il est plutôt vers les fondateurs. Est-ce que l'âme d'Alexis Gourvenec plane toujours vraiment sur ces exploitations et sur cette façon aussi de commercer les fruits et légumes? Alors aujourd'hui, nous en sommes au niveau des producteurs de légumes, nous en sommes à la 4e génération. Donc moi, j'ai eu l'honneur, j'ai eu le privilège d'échanger, de connaître Alexis. Donc oui, moi, je suis admiratif, je suis respectueux, comme je l'ai dit, de tout le travail qu'il a accompli. Aujourd'hui, toutes les valeurs avec lesquelles il a créé notre organisation sont toujours de mise. La solidarité, l'équité, la transparence. Voilà. C'est des mots forts chez nous, c'est des mots qui sont inscrits sur les murs, et donc ils continuent à être, je vais dire, nos valeurs d'aujourd'hui. Benoît Cattel. Bonjour et grand merci pour votre présence. On est dans une émission économique et ma première question sera d'ordre économique. Est-ce que vous pourriez nous donner les quelques grands chiffres qui nous permettent, et qui permettent à nos spectateurs aussi, de mieux comprendre ce qu'est le poids économique de la présidence que vous occupez? Alors, il y a eu déjà quelques chiffres, donc c'est 1320 exploitations. Alors, je rectifierai juste une chose, c'est que le Cérafel est une association d'organisations de producteurs qui regroupe 5 coopératives. 3 sont sous la marque Prince de Bretagne, mais nous en avons 2 autres, une en plan de pommes de terre et une en production légumière qui ne sont pas sous la marque. C'est juste pour corriger. Et ça fait 1320. Nous en sommes à 400 000 tonnes de légumes, uniquement Prince de Bretagne. Là, je prends le volet uniquement Prince de Bretagne. C'est 400 000 tonnes de légumes. C'est 350 à 380 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Qui ne sont, il faut juste le savoir, que la consolidation des chiffres d'affaires de nos exploitations. C'est-à-dire que la particularité de notre organisation, nous sommes des metteurs en marché. C'est tous les jours que nous proposons l'ensemble de nos volumes à des négociants, qui sont aujourd'hui à 87, et c'est eux qui commercialisent à l'ensemble du marché européen. Donc voilà à peu près pour donner quelques chiffres. Je peux rentrer dans d'autres chiffres, mais bon, voilà. Laure. Je voudrais revenir sur le chiffre qu'a donné tout à l'heure Stéphane. 2600 agriculteurs et agricultrices. Comment on arrive à garder le lien avec ses adhérents certainement, il y a une grande diversité de profils. Donc comment vous faites pour garder le lien avec cette base qui est essentielle dans votre coopérative? Alors, le lien, il est naturel, il est historique, c'est-à-dire que, cela a été dit, c'est aujourd'hui, Prince de Bretagne, c'est 3 coopératives,
mais c'est une par département. La SICA dans le Finistère, les maraîchers d'Armor dans les Côtes-d'Armor et Terre de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Et donc, ça veut dire que tous les producteurs aujourd'hui ont une coopérative dans leur département. Et après, nous avons une structuration qui fait que nous avons une représentation sur l'ensemble du territoire. Les producteurs aujourd'hui, peu importe où ils sont installés, ils ont à leur disposition ce qu'on appelle, nous, une station ou de réception pour livrer leurs marchandises, à moins de 10 km de chez eux. Donc on a un lien territorial et un maillage très fort. Nos producteurs, nous, sont répartis sur une bande côtière qui fait 25 km à peu près de large, au nord de la Bretagne, du Finistère jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc, et l'autre particularité que l'on a, et je le dis parce que parfois ce n'est pas connu, nos producteurs et surtout notre marque ne concernent que de la production bretonne. Prince de Bretagne, ce ne sont que des produits bretons. C'est un choix politique fort, c'est un choix politique qui nous amène, je vais dire, certaines contraintes économiques, si on veut ramener. Ça veut dire qu'une partie de l'année, nos outils sont à l'arrêt. Voilà, parce que voilà, donc on assume ce choix-là. Mais ce maillage, pour nous, pour revenir à votre question, il est hyper important. Voilà, on a aujourd'hui structuré de la base des exploitations pour arriver à une pointe qui est l'AOP Raphaël, qui est au niveau régional. Hervé Kermarek. Oui, vous avez parlé d'Alexis Gourvenec, vous avez parlé de la SICA également, et puis on se souvient qu'il a eu le génie de créer une compagnie maritime pour aller distribuer ses fruits et légumes au-delà de la Manche. Vous avez été évidemment frappé par le Brexit quelques années plus tard, 4 ans. Quelle est la conclusion que vous retirez? Quelles sont les conséquences pour vos marchés? Alors, juste pour rappeler, parce que effectivement, aujourd'hui, nous sommes actionnaires majoritaires et nous restons. Alors, quand je dis nous, c'est les coopératives de Prince de Bretagne. Aujourd'hui, nous avons 80% de l'actionnariat de Brittany Ferries. Brittany Ferries, juste en quelques chiffres, si on veut donner, c'est 2700 marins français. C'est la première compagnie française maritime avec des marins. C'est 460 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup plus que la SICA de Saint-Paul, qui est actionnaire majoritaire, donc la mer. Donc, on a une filiale qui fait beaucoup plus. Donc, la particularité, c'est qu'il y a toujours eu la vocation dans notre organisation de se prendre en main. Je peux vous donner plein de choses, la création variétale, l'expérimentation, et donc la volonté d'exporter également, de prendre en charge la commercialisation ou l'exportation. Il faut juste savoir que la commune de la SICA de Saint-Paul-le-Léon, elle est plus proche de Londres que de Paris. La Bretagne est plus proche du Royaume-Uni que du bassin parisien. Donc c'était d'une évidence, il y a toujours eu cette volonté d'aller. Et donc aujourd'hui, la Brittany Ferries aujourd'hui avec ses valeurs, j'ai oublié votre question, pardon, c'était... Non, c'était quelle était la conséquence du Brexit, Brexit, par rapport au Brexit. Aujourd'hui, le Brexit en lui-même ne nous a pas réellement fortement, on craignait énormément. En gros, le Royaume-Uni, c'est 20% de notre marché export. Donc le marché export chez nous, c'est 40% à peu près de nos volumes. Donc le marché anglais, c'était à peu près entre 8 et 10% de nos volumes. On craignait énormément parce que sur un marché d'offres et de demandes dans lequel nous sommes aujourd'hui dans notre filière légumière, 1% de plus par rapport à la demande ou 1% de moins fait que le prix il s'effondre. Voilà. Donc on craignait énormément. On n'a pas été fortement impacté, il faut le dire. Voilà, on a eu beaucoup plus de peur. Les problème que l'on rencontre aujourd'hui par rapport au Brexit, c'est surtout lié à des petits produits. Tout simplement, le fait qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni ne fasse plus partie, je vais dire, de l'Europe, apporte ou amène ou contraint beaucoup de papiers administratifs. Et donc, quand vous avez un négociant qui exporte un camion complet de chou-fleur en Angleterre, même s'il doit passer 2 heures à remplir du papier, ça le fait. Mais on a des négociants aujourd'hui qui amènent beaucoup de produits de diversification. Ça peut être du pané, du navet, des petits produits. Sur une demi-palette, vous comprenez bien qu'économiquement, il ne va pas passer 2 heures à remplir des papiers pour une demi-palette. Donc on a perdu tout ce marché que nous, on appelait de niche. Voilà. Par contre, on n'a pas été, je vais dire, perturbé sur les gros volumes. Voilà. Marc Keranguevin, la profession agricole est sous tension, vraiment connaît, et on le sait, de très forts soubresauts. Comment vous vivez cette période aujourd'hui qui est assez trouble, qui est difficile, où il faut se battre au quotidien pour vivre de son travail ou survivre de son travail?
Alors nous, notre leitmotiv, notre cheval de bataille tout quotidien, c'est la défense du revenu des producteurs. L'organisation, elle a été fondée pour ça. Elle n'a pas perdu de ses valeurs. C'est ça notre objectif tous les jours. Donc la situation aujourd'hui est compliquée. Je reconnais. Pas nécessairement aujourd'hui, je vais dire, sur le prix, je vais dire qu'on arrive à valoriser nos produits aujourd'hui. On a mis beaucoup de choses en place au niveau de la mise en marché. Nous avons énormément répondu aux attentes des clients sur plein de choses. Donc, on arrive à valoriser. On peut toujours mieux faire et vous trouverez toujours quelqu'un à dire que voilà, il y a un produit, il y a toujours. On a 47 légumes. Vous comprenez bien que sur 47 légumes, il y a toujours un qui va moins bien et un toujours qui va mieux que les autres. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est la contrainte, beaucoup de contraintes. Je l'explique d'une façon très simpliste. La coopérative, c'est le prolongement de l'exploitation. La coopérative apporte de façon collective des solutions aux producteurs. Mais moi, dans ma coopérative, j'ai un directeur. Puis j'ai un directeur financier, j'ai un directeur RH, j'ai un responsable qualité, j'ai un responsable du marché, où j'ai plein de monde. Moi, sur mon exploitation, je suis le directeur financier, je suis le RH, je fais tout. Vous rajoutez à ça toutes, je vais dire, les contraintes réglementaires. Vous rajoutez toutes les contraintes des certifications et vous rajoutez au final toute l'incertitude de la météo, parce que notre métier est un métier de passion, mais nous vivons avec la météo et selon la météo qui a un impact énorme chez nous. Et c'est ça qui aujourd'hui, j'ai encore rencontré un jeune producteur ce matin, voilà, qui est très, très inquiet, qui est au bout. J'ai l'impression que les gens sont un peu sous l'eau. Donc on travaille aujourd'hui, on va réfléchir au sein de la coopérative pour voir ce que l'on peut apporter comme solution pour soulager les producteurs. Aujourd'hui, il va falloir que nos producteurs, alors là je parlerai légumiers parce que c'est ce que je connais, apprennent à travailler beaucoup plus ensemble, je veux dire beaucoup plus de GAEC, mais ça peut être d'autres structures, hein, il n'y a pas de problème, et qu'on apprenne à se staffer. C'est ça l'avenir. Il faut qu'aujourd'hui, dans un monde, on ne peut pas être en marge de la société. Tout le monde veut des week-ends, tout le monde veut des vacances, tout le monde veut travailler, enfin, sa famille et tout ça, c'est des choses importantes aujourd'hui et on le voit dans la jeune génération. Et il faut qu'on apporte des solutions, sinon les gens ne resteront pas. Ce n'est pas que le métier, c'est toujours des gens passionnés, c'est toujours des gens qui croient, et voilà, mais à un moment, ça, c'est trop lourd. Et pratiquement un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les 10-15 ans. Donc il faut savoir préparer l'avenir. Benoît. On entend beaucoup de choses sur les contraintes qui pèsent sur les exploitants agricoles, sur les agriculteurs, sur aussi leurs représentants. Comment vous pourriez essayer de nous donner une vision optimiste de, par exemple, la façon dont vous emparez des sujets climatiques, des sujets réglementaires, enfin, j'imagine que c'est une partie de votre temps aussi. Comment ça fonctionne en France et qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour essayer que ça aille dans le bon sens ? Alors, on y travaille depuis je veux dire, tout temps. Dans notre organisation, il y a plein de structures. On a parlé de la Brittany Ferries, qui est là, mais nous avons des stations d'expérimentation, des stations de recherche fondamentale, de la création variétale et tout ça. Donc, on a une station d'expérimentation qui a été créée en 1983, qui s'appelle le KT, et qui fait de l'expérimentation, de la recherche, qui fait évoluer les pratiques culturelles suivant les attentes des producteurs et les attentes également des consommateurs. Et donc, on a aujourd'hui un terme qui est arrivé, je veux dire, depuis quelques années, l'agroécologie. Et moi, j'avais demandé à ce moment-là au directeur du KT, j'ai dit, tu peux me sortir tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les termes agroécologie, tout ce qu'on fait et que l'on fait depuis 1983 la date. Aujourd'hui, on a sorti un fascicule comme ça. Ça veut dire qu'on a toujours intégré, nous, ce qu'on appelle l'agroécologie, mais l'évolution de nos pratiques. L'exemple le plus criant que moi, j'aime bien présenter, c'est que nous avons mis en place, en 1983, 13 cases lysimétriques. Alors, ça ne vous parlera pas. C'est tout simplement des grands pots de fleurs énormes qui font 1,80 m de profondeur, dans lesquels on a reconstitué la terre du Léon, c'est-à-dire dans le Nord Finistère, dans lequel on a des productions de légumes, et dans lesquels on cultive. Dans certaines cases, on va faire du chou-fleur, dans d'autres, on va faire de l'artichaut, puis après, on va mettre des pommes de terre. Voilà, on fait et on voit. Parce que derrière, en dessous de ce pot de fleurs, on récupère l'eau tous les jours. Tous les jours, on récupère, on mesure, on analyse. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui, on a appris que
quand on apporte de l'engrais à une plante, ou telle plante après telle plante, fait qu'il y a plus ou moins d'azote qui ruisselle, et quand on parle d'environnement, évidemment, mais il faut juste savoir que sur ces 13 cases, il y en a 2 qui n'ont jamais été cultivées, qui n'ont jamais eu aucun apport. Et on récolte l'eau tous les jours. Et aujourd'hui, on a des données, ça veut dire que le sol léonard, par sa richesse, et c'est pour ça que la culture légumière s'est développée dans cette zone-là notamment, de façon régulière, en pleine minéralisation au mois de septembre, rejette ou crée 80 unités d'azote naturellement. Donc là, cette information est très importante pour nous, parce que là, on a bien vu que quand vous mettez un chou-fleur, que vous le plantez en juillet-août, en pleine croissance en septembre, il va absorber un maximum d'azote. Et donc tout ça pendant l'hiver. Donc on arrive aujourd'hui en sachant, ben voilà, après telle culture, vous avez tant de précédents qui va ruisseler, voilà, vous mettez telle culture. Donc on est aujourd'hui et on sait démontrer justement tout ce que l'on a mis en place, parce que ça nous a mis en place un système qu'on appelle équitaire. Tous les producteurs sont au courant aujourd'hui qu'après tel précédent avec telle fumure, voilà ce que votre sol va rejeter, donc votre culture a besoin de ça ou de ça. Donc on gère aujourd'hui de façon très mathématique, voilà, ces apports. Donc voilà une chose. De l'autre côté, on croit et on a toujours cru en la création variétale. On crée des variétés aujourd'hui non seulement qui doivent être belles, qui doivent être avec tous les atouts pour les commercialiser, mais aujourd'hui, toute notre création variétale sur les dernières années, elle est faite sur des plantes résistantes aux maladies. Voilà un peu la création. Donc on l'a fait en échalote, on l'a fait en artichaut, on le fait surtout en chou-fleur, qui est le produit emblématique chez nous. Et donc voilà un peu les évolutions. Et aujourd'hui, dans la création variétale que l'on met en place, en dehors d'être beau, en dehors d'être résistant, on regarde l'enracinement. Toutes les variétés sont testées, et elles sont testées parce qu'on les arrache. Si on juge que l'enracinement n'est pas suffisant, la variété ne sera pas gardée. Parce que justement, elle ne répond pas aux critères qu'on attend demain. Ça veut dire qu'on doit travailler sur des variétés beaucoup plus résilientes, notamment au problème de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème en Bretagne, il n'y a pas en Finistère, peut-être demain. Donc voilà, c'est toujours... Et on essaye d'avancer et de continuer à créer comme ça. Ce sont des explications passionnantes. Laure. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet de la transmission des exploitations. On a de moins en moins de fils et de filles d'agriculteurs qui veulent reprendre l'exploitation familiale. Donc quelle action vous menez? Comment vous accompagnez les nouvelles générations aussi d'agriculteurs et d'agricultrices dans leur volonté de s'installer quand ils l'ont, ou pour attirer? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ça a été dit, la moitié des agriculteurs en retraite, mais bon, ça fait déjà 10 ans qu'on entend, mais on y est dedans. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1 pour 3, une installation pour 3. L'année dernière, on a installé sur ma coopérative. Moi, quand j'ai pris la présidence en 2018, j'ai demandé juste à recenser les derniers installés. Sur 10 ans, on en avait 126. 800 producteurs, 126 jeunes installés en 10 ans. Bon, c'était pas catastrophique. Mais donc l'année dernière, ça faisait à peu près 1 par mois. Hein. Vous voyez ça, ça fait 12 par an, 1 par mois. Et l'année dernière, sur l'année, on en a 23. Donc, wow. C'est bien, on va voir cette année, mais l'année dernière, c'est 23. Et sur les 23, pour la première fois, on en avait 2 qui ne venaient pas du monde agricole. Aucun lien, vraiment. Il y a un qui vit du BTP, l'autre, je ne sais plus quoi. Donc voilà. Et donc, on a mis en place beaucoup de choses. On a fait un recensement déjà de nos exploitations qui, aujourd'hui, à 5 ans de la retraite, a un repreneur, souhaite qu'on lui cherche un repreneur. On est aujourd'hui capable de donner des informations à l'ensemble des jeunes qui souhaitent s'installer, parce qu'on a des jeunes hors milieu agricole qui nous contactent. On a mis en place un contrat de parrainage. L'ensemble du conseil d'administration de la coopérative a été formé au parrainage. D'accord ? Mais le parrainage, c'est le jeune installé qui le demande. Et c'est lui qui définit le périmètre, c'est-à-dire je veux juste avoir un accompagnement technique, je veux un accompagnement technico-économique. Donc tout le monde a été formé par ça. Aujourd'hui, on a une charte du nouvel adhérent que l'on a également mis en place. Aujourd'hui, parce qu'on a parlé des problèmes, mais aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes que l'on rencontre, c'est le problème de la main-d'œuvre. 40% du coût de production d'un légume, c'est de la main-d'œuvre. Ça peut aller jusqu'à 70%. Quand, historiquement, dans nos exploitations,
le mari et la femme travaillaient, et puis on avait les enfants le week-end, puis on avait les parents qui restaient travailler, et puis on avait les oncles et les tantes. Enfin, il y avait toujours beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Et donc, le fait qu'on ait de moins en moins de producteurs, il faut absolument que l'on réponde à ce problème de main-d'œuvre. Donc, c'est un sujet qu'on a pris au bras-le-corps. On sait faire aujourd'hui. On a trouvé une façon de ramener la main-d'œuvre pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes, et de façon à aider cette transition. On accompagne également avec des techniciens. La coopérative met à disposition toutes les certifications. On apporte un accompagnement sur toutes les certifications. Donc voilà, on fait tout ce que l'on peut. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Mais c'est vraiment un souhait profond. Ça fait partie aujourd'hui des objectifs prioritaires au sein de la coopérative. Hervé. Question sur laquelle on peut avoir un point de divergence. Le zéro artificialisation nette. Ici en Bretagne, on a considéré que la trajectoire en 2030 était trop courte pour arriver à moins 50% d'artificialisation des sols, et en 2050, zéro. Considérant que pour la partie industrielle, ce serait évidemment un frein au développement, et puis pour la partie logement, ce serait également un frein. Mais vous, qui êtes évidemment de l'autre côté de la barrière, avec l'objectif collectif de préserver la biodiversité, quel est votre regard, vous, sur ce zéro artificialisation nette ? D'un premier abord, je vais plutôt dire que je suis évidemment favorable. Je comprends, parce qu'il faut voir à quelle allure les terres partaient. Juste pour la petite histoire, mais il faut juste comprendre que c'est toujours les meilleures terres qui partent, malheureusement. Parce que historiquement, quand quelqu'un s'est implanté quelque part et qui est devenu un village et peut-être une ville aujourd'hui, c'est toujours parce qu'il y avait énormément d'atouts. La terre était la meilleure, c'est pour ça qu'ils s'étaient mis. Il y avait de l'eau, il y avait tout ça. Et aujourd'hui, on s'agrandit, mais c'est toujours ces terres-là qui partent en premier. Et ce n'est pas les terres, je vais dire, un peu rocailleuses, ça, où on avait du mal à produire, où les gens ne sont pas installés, où il n'y a pas de village aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui nous inquiétait. On l'a vécu, une pression épouvantable. Ce n'est pas fini. Voilà, je le dis, j'ai vu des producteurs de Saint-Malo, adhérents au Prince de Bretagne, qui ont eu une réunion la semaine dernière, sur laquelle il y a une pression, je veux dire, importante ou énorme sur les terres, voilà, qui sont cultivées en légumes aujourd'hui et qui, pour certains, devraient partir pour faire autre chose. Donc oui, maintenant, je pense qu'il il faut pas non plus qu'on aille trop loin, il ne faut pas qu'on aille dans des schémas. Aujourd'hui, on est dans un monde, le territoire est important, le monde économique est important dans le territoire. Il ne faut pas empêcher le déploiement économique du territoire. Voilà. Donc l'idéal, évidemment, c'est de démonter pour reconstruire, mais il faut également accepter d'avoir du développement. Sinon, c'est peut-être nos écoles, c'est tout ça, et nous, on va en pâtir également. Donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu. On était parti trop loin. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que voilà, il y a des choses. Et nous, on aura de toute façon besoin aussi d'investir. Aujourd'hui, ça va être peut-être très compliqué de faire des nouvelles serres. Voilà, c'est peut-être très compliqué aujourd'hui de faire des tunnels pour abriter nos cultures. D'autant plus, je vous ai dit, nous sommes proches du littoral, donc nous sommes confrontés à tous les jours à la loi littorale, qui est une vraie contrainte également, sur laquelle même le moindre abri est impossible. Donc voilà. Il nous reste 2 minutes 30, Marc Keranguevin. Vous aimez parler de la force du collectif au sein de Serafel. Est-ce que cette force du collectif est peut-être le meilleur atout, la meilleure arme pour préparer les transitions de demain, ces fameuses transitions environnementales ? C'est évident. Enfin, ça, pour moi, c'est d'une évidence. Enfin, il y a un dicton qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais c'est la vérité. Enfin, voilà. Je suis convaincu. Et parfois, on va peut-être un peu moins vite en collectif, mais c'est beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs. On a aujourd'hui, et c'est beaucoup plus facile de mettre en place certaines, je vais dire, certifications, certaines nouvelles pratiques ensemble. Je prendrai, nous, on a mis en place un cahier des charges qui est le sans pesticides, qui est valable. Donc, c'est-à-dire que le légume que vous avez dans votre main n'a eu aucun traitement. C'est un engagement. C'est un engagement de moyens, mais c'est également un engagement de résultats. Parce que si vous n'avez pas été traité, vous n'avez pas de résidus. Donc, on est en train de travailler. On a aujourd'hui différents produits. On a la tomate, on a le chou-fleur, l'échalote, le romanesco, le potimarron, sur lesquels on travaille. Voilà, donc de façon... Mais c'est collectivement. Et qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, le producteur qui s'engage dedans, il prend un risque énorme. Énorme. Donc, on accepte,
qui puisse se retirer de la démarche, parce que économiquement, son exploitation doit tourner. Mais il faut juste savoir que le fait qu'il se retire, le fait d'être en groupe, ça nous permet de continuer à alimenter le marché. C'est juste un exemple, mais voilà, c'est collectivement que de toute façon, on y arrivera. Il nous reste vraiment 30 secondes. Lorsque l'on parle de ces fruits, de ces légumes, la Bretagne vraiment possède peut-être les meilleurs atouts pour nourrir aussi la planète. Oui. On a fait venir Serge Zaka, que plusieurs d'entre vous connaissent. Hein, c'est le climatologue. Hein, il n'est pas météorologue, il est climatologue avec son chapeau là. Et il nous a montré des cartes. C'est vrai que oui, si on produit des légumes quelque part en France bientôt, il n'y aura plus que la Bretagne. Mais voilà, on a tous des atouts, on fera du fruit sans doute aussi. Mais oui, on a de vrais atouts. On a un sol riche, des gens passionnés et un climat qui nous est tout à fait favorable. Tout le monde n'a pas le Gulf Stream en hiver au bord de ses côtes. C'est vrai. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Marc Keranguevin de la Séraphaël. Merci Benoît, Laure et Hervé. On vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de votre Business Club de l'Ouest. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #, la réussite est en vous.